Dans les semaines et les mois qui suivent l'arrivée de bébé, il est normal de connaître des hauts et des bas, tant les bouleversements physiques, hormonaux et émotionnels qu'elle engendre sont importants. Quelques jours après l'accouchement, la majorité des mamans traversent une période de déprime qu'on appelle le baby blues, réaction naturelle causée par tous ces changements. Mais pour une femme sur 6, la dépression peut prendre le relais et s'installer plus durablement. Dans cette 3e saison d'Ex-Utéro, signée vous par Massif, le micro s'invite dans des moments de découverte et de questionnement de la période postpartum. En 2022, à la naissance de sa fille, Anna plonge rapidement dans une dépression postpartum. Tous, en tant qu'anciens bébés, on n'a pas envie d'imaginer que notre maman n'a pas été très très bien au début. Aujourd'hui, elle veut comprendre ce qui lui est arrivé. Elle en discute avec Brigitte Borsoni, psychologue clinicienne spécialisée dans la relation parent-bébé et adulte-enfant. Donc, je m'appelle Anna, j'ai 31 ans. J'ai une petite fille qui va avoir bientôt 2 ans. Je suis Brigitte Borsoni, psychologue depuis une vingtaine d'années en périnatalité. Je pense que l'envie d'avoir un enfant, elle a toujours été là pour moi, pour mon conjoint, depuis qu'on se connaît. Après, je suis tombée enceinte. C'était un peu une surprise, mais voilà, on faisait pas très attention. Je pense qu'on savait, en fait, que ça pouvait arriver. On savait pas quand, mais il y a eu un peu cette dualité entre l'envie d'avoir un enfant, mais quand même la surprise du fait de tomber enceinte à un moment où j'avais pas prévu. Le jour où j'ai fait le test, j'avais déjà quelques jours de retard et je l'ai senti, en fait. Tout de suite, j'étais bizarre, j'étais fatiguée. Alors la grossesse s'est dans l'ensemble, très bien passée, tout du long, mais il y a eu un vrai process, je pense, mental d'acceptation de ce qui était en train de m'arriver et de nous arriver, et donc ça a mis un peu de temps. Je pense que le 1er trimestre était dur. J'avais beaucoup d'angoisse sur la vie d'après. Moi, personnellement, notre vie de couple, mais j'étais très confiante. J'étais quand même persuadée que, ça allait être, facile, qu'on allait bien gérer, peut-être mieux gérer que les autres, donc il y avait des craintes, mais qui m'ont pas submergée. Mon accouchement s'est super bien passé, comme un peu je l'avais imaginé, donc j'ai assez peu souffert. C'était assez rapide pour un premier enfant. En fait, jusqu'à la délivrance, tout allait bien et je me disais: «Bon, c'est le plus dur et c'est en train de bien se passer», et je pense que l'après, du coup, a été un peu une dégringolade. Très vite, quoi, au bout de quelques heures, de vie, j'ai senti que, voilà, c'était en fait, l'accouchement, c'était pas du tout le plus difficile, et ce qui, là, était en train d'arriver, c'était bien au-dessus de ce que j'avais pu imaginer. Le séjour à la maternité, c'était hyper difficile. C'était hyper dur. Quand on est rentrés de la maternité, on était hyper contents, tous les 2, de se débarrasser de tout l'environnement médical. Les premiers jours, je pense il y avait un mélange, en fait, de beaucoup de bonheur, mais de beaucoup d'angoisse, aussi. Il y a clairement eu un moment de bascule, je pense, après peut-être, 10 jours, 2 semaines, quand, tout le monde était venu la voir, qu'on n'avait plus de visites et que là, le quotidien commençait à se faire lourd, et la fatigue, et je pense qu'il y a eu une réalité aussi que j'ai réalisée. À ce moment-là, je m'enferme un peu dans un mécanisme qui m'emmène de plus en plus vers le fond. J'ai des pensées négatives et plus j'en ai, plus je me sens mal d'en avoir, et donc en fait, je me sens happée dans un cercle infernal où, je n'irai jamais mieux, puisque, la moindre pensée négative est hyper, culpabilisante. Le fait d'aller mal est culpabilisant. Je pense qu'il y a une honte aussi, énorme, qui fait qu'on a du mal à accepter, de se sentir mal à ce moment-là. Donc ça a été vraiment un effet, boule de neige. Mon mal-être à ce moment-là se traduisait par beaucoup de pleurs pour, aucune raison, précise, et des petites difficultés à dormir. Beaucoup de mal à, lâcher notre fille, en fait. Enfin, il fallait que je sois réveillée s'il y a un problème, si elle avait quelque chose. C'était en permanence une vigilance, enfin une attention, à ce bébé qui était en demande. Bon, elle prenait du poids, elle était en bonne santé, les médecins, il y avait rien à dire, en fait, elle allait bien, mais elle pleurait beaucoup. Elle était inconfortable. Elle pleurait quand elle mangeait, enfin, il y avait quand même, en fait, des petites choses
qui ont traîné pendant longtemps et avec lesquels on a vécu. Et voilà, au final, on a su qu'il y avait un problème, mais qu'elle avait un RGO et que c'était pour ça, en fait, qu'elle pleurait, que les biberons, c'était compliqué. Mais on a vécu un peu, voilà, dans cet état de: «C'est pas trop grave, on va supporter, on va faire avec». Je suis très, frappée par le fait que Anna, tu es en réalité très, très au contact de ton bébé, que sans doute c'est ce qui te met en état d'hypervigilance. C'est d'ailleurs quelque part, en réalité, à ce moment-là, tu fais tout à fait ton rôle de maman et en réalité, je pense qu'à ce moment-là, tu es pleinement au contact de ton bébé et c'est bien ce qui fait que c'est très, très difficile. Voilà, j'ai une collègue qui dit la maman, si tout va bien, à l'âge de son bébé. Peut-être c'est ce qui se passe, c'est que tu retrouves aussi ce qu'on a tous et toutes oublié, nos premières semaines et nos premiers mois, effectivement, qui font l'objet d'une sorte de refoulement collectif. Oui, on pourrait dire que c'est un peu l'arnaque de génération en génération, mais je crois pas que ce soit pour tricher pour les générations futures. On oublie et on oublie aussi en tant qu'ancien bébé. Et en tant qu'ancien bébé, le premier trimestre, c'est très difficile. Il faut s'adapter à la vie aérienne. Il faut se mettre à digérer. Et on voit bien le reflux arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que dans ce que tu décris, les conditions au départ sont plutôt favorables. Il n'empêche que c'est très difficile d'être avec un bébé qui manifeste autant d'inconfort, pour lequel il s'agit d'assurer la survie. Donc en fait, tu es tout à fait en lien, ça fait penser presque à deux peaux de tambour qui vibrent voilà, en phase. Et à ce moment-là, tu fais ce qui est utile, quelque part, c'est dire, enfin, c'est le besoin d'entourage. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon compagnon, presque les 3 premiers mois de la vie de notre bébé, ne travaillait pas du tout. Donc il était, 100 à la maison et on se répartissait les charges, de manière, très équitable. Donc j'ai eu une présence permanente, mais qui ne m'a pas empêchée de me sentir mal. Et je pense que ça a peut-être presque rajouté à la culpabilité de me dire que j'étais très aidée. J'avais quelqu'un avec moi qui faisait tout ce qu'il pouvait, pour s'occuper de moi et de notre fille, mais ben, il y avait des limites, quoi. En tout cas, ça pouvait pas m'empêcher de me sentir mal. À ce moment-là, quand j'ai commencé à aller de plus en plus mal, à beaucoup pleurer, c'était hyper compliqué de me sentir, une bonne mère. Pourtant, je faisais tout ce qu'il fallait que je fasse pour elle, mais j'avais l'impression d'échouer dans mon rôle, de pas faire assez, de pas faire assez bien, d'être, pas à la hauteur. Mon compagnon, à ce moment-là, du coup, je le voyais comme un père parfait. Donc cette opposition, elle était difficile à vivre, pour moi parce que lui, il était moins impacté, il était moins, touché, il pleurait pas, il assurait, je le voyais vraiment comme celui qui gère et celui qui arrive à gérer et moi, l'incapable, alors que je l'ai porté pendant 9 mois. Ça aurait dû être à moi d'être forte. On entend que ton compagnon est très présent et ça, c'est tant mieux. Et sans doute, c'est ce qui fait qu'au total, l'un et l'autre, ensemble, vous accompagnez assez bien votre petite fille qui grandit bien. Mais néanmoins, très très vite, on a quelque chose de la culpabilité comme mère de ne pas faire assez bien, de ne pas être parfaite. Et là, peut-être qu'on a vraiment une énorme charge sociale, je pense, actuellement, avec beaucoup, enfin, en quelque sorte, une idéalisation. Et en même temps, on voit bien que de plus en plus, les mères, les jeunes mères cherchent à témoigner pour faire part de leur expérience réelle, effective, et que comme on a moins la communauté, sans doute, des tantes, des grands-mères, voilà, autour de nous, l'idée de on doit se débrouiller tout seul et je dois pouvoir toute seule réussir, ou avec mon compagnon, mais voilà, réussir à accompagner ce bébé, c'est difficile. Je dirais que le défaut d'entourage est vraiment un élément majeur pour le sentiment, le fait d'être déprimé. Parce que si on n'est pas trop mal accompagné, la responsabilité par rapport au bébé est moins écrasante. Là encore, Régine Prat, une collègue, a parlé de la terreur de la dépendance. C'est-à-dire que quand on voit ce tout petit bébé, ce qui sans doute arrive là à la naissance, quand on a le bébé dans les bras, qu'on se dit j'en prends pour perpète, et que ce bébé, si on se sent effectivement seul, presque seul au monde. Alors le papa, il est moins écrasé peut-être par ça, parce qu'il n'est pas attrapé dans sa chair, dans son corps. Sans doute, tant mieux. Ça veut dire que quand on est deux à pouvoir se soutenir, ça va se passer favorablement. Mais c'est vrai que on voit bien que c'est à la fois
à la maternité où certes, il y a plein de professionnels qui passent, mais c'est peut-être pas vraiment encore comme un entourage, je dirais plus personnalisé, voilà, qui permettrait de poser au fur et à mesure toutes ces questions ou de partager ce qui se passe. Et puis le retour à la maison, oui, au moment où, de ne pas avoir sans doute autour un village. Voilà, c'est ce proverbe africain qui dit au départ: «Il faut un village pour élever un enfant». Nous, on est passé du village à la famille élargie, aujourd'hui à la famille, nucléaire, le couple seul, parfois même les mamans en solo. Mais, voilà, même avec des bonnes conditions de couple, je crois que ce moment-là où on sent le bébé très fragile, où là, un bébé qui a un reflux, ça veut dire quand même un bébé qui pleure beaucoup et il a raison, il est ou elle a raison. Étant douloureuse, elle va dire, «Faites quelque chose». Moi, je trouve que le reflux est une question assez souvent négligée dans les premiers temps. Or, c'est très, très difficile, c'est ce que tu exprimes, très difficile d'avoir un bébé qui pleure beaucoup, qui va effectivement, se réveiller, facilement et après, ce sont des spirales interactives, c'est-à-dire que ça va très vite, de se sentir très angoissé, d'être en hypervigilance. Tu décris très, très bien, ce phénomène. Voilà, être en hypervigilance pour ce bébé ou extrêmement inquiète et là, le bébé sent l'inquiétude et peut-être effectivement a encore plus de reflux, encore plus de mal à être détendu pour digérer. Donc ça va très vite et c'est vrai que je trouve que c'est le travail des professionnels, d'accueillir ce qui se passe justement quand la maman est très inquiète. Elle est porte-parole du bébé, elle est très bien connectée à son bébé. On pourrait dire qu'ils sont en Wi-Fi, donc elle a les mots pour dire quelque chose, donc il faut écouter les mamans qui sont inquiètes et c'est à partir de cette écoute que peut-être, voilà, quelque chose peut se détendre. Donc c'est vrai que c'est du boulot, pour le bébé, pour les parents. Il y a un moment, je pense, c'est allé très vite, mais il y a eu une phase où ça allait pas trop, je pense que je pleurais beaucoup et puis les symptômes se sont, aggravés et j'avais des pensées quand même de plus en plus négatives et c'est vrai qu'il y a un moment où je me suis dit: «Bon, à la PMI, ils nous ont dit qu'il y avait des psychologues sur place, c'est juste à côté. Il faut absolument que quelqu'un me sauve». Enfin, vraiment, je pense que je me disais que sinon j'allais sombrer dans une espèce de folie. C'est clairement des, voilà, des pensées d'avoir envie de disparaître, d'avoir envie de me faire mal, je ne supportais plus, ma vie, en tout cas, ce que mon cerveau me faisait subir à ce moment-là. C'était trop, trop difficile. Donc je sentais que j'avais besoin d'aide. Le jour où je vais à la PMI, j'ai l'impression que, le ou la psychologue que je vais rencontrer va me sauver. Je suis dans cette optique-là. Vu que mon conjoint, il f malgré le fait qu'il essaye de faire tout ce qu'il peut, n'y arrive pas, je me dis que c'est la seule personne qui va pouvoir m'aider à, aller mieux ou au moins déjà à comprendre pourquoi je vais si mal. Le rendez-vous du coup à la PMI, c'est pas du tout passé comme, j'imaginais. Je m'attendais à être un peu, comment dire? Est-ce qu'on s'occupe de moi? Est-ce qu'on me dise: «Ah oui, mais c'est normal, c'est difficile, oh ma pauvre», à être un peu, chouchoutée, et en fait, ça a pas vraiment été le cas. En tout cas, la psychologue que j'ai rencontrée, je l'ai trouvée un peu rentre dedans quoi, un peu dure et elle m'a dit: «Bah, toutes les femmes, traversent cette période, toutes les femmes y arrivent, il y a pas de raison que vous n'y arrivez pas», donc j'étais un peu, décontenancée du ton qu'elle a pris. Je pense que ça m'a fait du bien au final, mais je m'attendais pas du tout à ça, en fait. En fait, sur le moment, je suis rentrée, puis j'ai dit à mon conjoint: «Écoute, ça va pas arriver tout de suite, mais il va falloir que j'aille mieux parce que, j'ai pas envie d'y retourner». C'était un peu un électrochoc. Fallait que je me fasse violence, quoi. Alors je suis très, surprise de la manière dont se passe l'accueil, d'Anna. Peut-être que pour Anna, ça fonctionne parce que je pense, tu as une solidité intérieure et une première rencontre avec ton bébé qui a fonctionné, une grossesse où tu as pu anticiper qu'il y aurait des changements, que ce ne serait peut-être pas facile, mais que tu avais envie d'y aller. C'est-à-dire, finalement, beaucoup d'ingrédients préparatoires et de rencontres initiales qui ont fonctionné. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, j'entends l'envie d'être chouchoutée comme une enfant. Après tout, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de cultures, voilà, que ce soit au Maghreb, en Asie, il y a les 40 jours où la maman est choyée, chouchoutée, nourrie, entourée. Après, je trouve intéressant, effectivement, la première remarque, toutes les femmes y arrivent, pour moi, elle sonne comme une maladresse, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, Anna y entend
peut-être vous êtes capable. Là encore, je pense, sans doute parce qu'il y a des forces initiales qui permettent ça. Et ça permet visiblement à ce moment-là de se reconnecter aussi, finalement, de se retrouver comme femme adulte. Parce que tout à l'heure, je disais la mère à l'âge du bébé. Et en même temps, il faut qu'elle soit, donc c'est un exercice très difficile, il faut en même temps être un peu dans l'âge adulte, le rôle de parent, effectivement la capacité à s'occuper de son enfant. Donc c'est vrai que là, la rencontre produit l'idée de, dans le fond, les autres y arrivent. Alors peut-être ça induit aussi, je ne suis pas toute seule à expérimenter cette difficulté dans, je dirais vraiment le premier trimestre ou les 2 premiers trimestres. Peut-être là, ça a un effet secondaire qu'on n'entend pas au départ, de «je suis capable, oui, c'est difficile», donc une forme de reconnaissance de «c'est difficile, mais je vais y arriver». Ça remet quelque chose en route. Après, je pense que ça aurait pu être une parole difficile si d'autres éléments compliquaient les choses. Après, elle aurait peut-être, cette psychologue n'aurait peut-être pas dit la même parole avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, parfois on dit ça de façon surprenante. Voilà, quelque chose s'est passé dans la rencontre. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que ça génère l'idée de «je veux surtout pas y retourner», mais ça met quelque chose en route, tant mieux. Mais c'est vrai que je dirais presque c'est un effet surprenant parce qu'une parole comme ça qui semble un peu banalisée, comme d'ailleurs, tous les bébés font du reflux au début ou voilà, ces paroles-là, elles sont parfois, elles renvoient à une forme d'isolement. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Peut-être justement parce que quand même le contexte avec, ton compagnon, enfin dans la rencontre avec le bébé est bonne. Alors ça a mis un peu de temps quand même pour que je me sente vraiment mieux, mais je pense que notre bébé qui grandit m'a beaucoup aidée à voir le bon côté des choses, en tout cas le bonheur que c'était. Et j'ai l'impression que c'est le bébé qui grandit, avec qui on commence à interagir, les premiers sourires, ces premières connexions-là qui m'ont permis un peu de retrouver, un peu de paix dans cette tourmente. J'ai l'impression que mon bébé a joué, m'a aidé en tout cas à aller mieux. Parce que je découvrais le bonheur que c'était de m'occuper d'elle et d'être avec elle, donc je pense que ça a contribué en tout cas à apaiser un peu la situation. Effectivement, quand le bébé commence à prendre des forces finalement, à renvoyer à peut-être pouvoir, d'ailleurs, bouger un peu plus, à renvoyer des sourires, à être plus, dans les vocalises, oui, les choses s'améliorent, si bien qu'on peut se dire c'est une des formes de dépression postnatale, mais c'en est une qui d'ailleurs peut se résoudre, hein, enfin qui, il me semble, trouve une certaine résolution. Alors c'est quand même une traversée éprouvante avec la culpabilité, c'est-à-dire des choses non partagées. Et puis là, j'ai envie de dire la culpabilité, bienvenue au club des mères et on a beaucoup à travailler sur cette question-là, je trouve, entre, entre femmes, peut-être, on pourrait dire. Qu'est-ce que c'est que cet héritage-là? Mais il y a une résolution qui semble positive parce que quelque chose continue à fonctionner quand même avec le bébé. Alors ma fille va avoir bientôt 2 ans, donc j'ai l'impression d'avoir quand même un recul, suffisant pour regarder cette période avec beaucoup de douceur, je pense et de ouais, je pense que j'ai été très dure sur le moment, avec, moi-même et et j'ai envie de me voilà, de me faire du bien aujourd'hui et de me dire que c'était pas si grave et j'ai eu l'impression que c'était très court. Je pense que ça a quand même un peu, glissé sur, peut-être les 3 4 premiers mois de notre fille. Le moment difficile, il a été assez bref, mais je pense que déjà quand elle avait 3 4 mois, j'étais plus dans la même chose. Il y avait toujours des difficultés, bien sûr, mais j'avais plus, en tout cas, des pensées, récurrentes et je pense qu'il y avait sûrement un contexte, familial qui, n'a pas aidé du tout. En tout cas, quand j'ai commencé à aller mal, j'ai eu le sentiment que, je pouvais pas, que c'était pas accepté, ni par moi, mais ni par mon entourage. Donc mon conjoint, mes parents. Avec le recul, ouais, je dirais que ça a joué quand même. La façon dont l'entourage va faire miroir positif de tu te débrouilles pas trop mal comme mère, j'ai envie de dire pas trop mal. Voilà, c'est pas de moi, c'est d'un anglais, un pédiatre anglais et psychanalyste, Winnicott, qui disait The good enough mother. Et c'est le pas trop mal. La façon dont effectivement l'entourage peut soutenir l'idée que on se débrouille pas trop mal, même si on a des idées, à certains moments, on a envie que tout ça s'arrête parce que c'est très difficile, ou voilà, même avec les idées sombres,
Si l'entourage peut soutenir ça, ça n'est pas la même chose que si on a l'impression qu'effectivement, aller mal ou à certains moments se sentir mal, c'est pas possible. C'est-à-dire que si ça rajoute déjà à l'idée de je voudrais être une mère, alors si ce n'est parfait, très, 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 très bien, j'ai envie de faire le mieux, le meilleur pour mon enfant, j'ai envie d'être à la hauteur, c'est beaucoup des termes qu'on entend. Et ça, ce sont des termes qui montrent l'exigence intérieure. C'est vrai que si l'entourage semble dire bah, pourquoi tu vas pas bien, toutes les femmes y arrivent, un beau-père qui peut dire mais depuis la nuit des temps, les femmes, voilà, des remarques comme ça qui viennent dire mais tout le monde a toujours fait, ça va augmenter l'exigence intérieure, alors que c'est ce que je disais tout à l'heure, vraisemblablement, on a tous oublié ce que c'est que le premier trimestre, combien c'est difficile, les pensées qu'on peut avoir. Justement, toi, tu peux en témoigner très finement, mais on peut oublier les pensées ou l'état même un peu de marasme ou un peu second dans lequel on peut être, qui a d'ailleurs, là encore, été décrite comme étant une sorte de folie maternelle primaire qui est nécessaire au bébé, mais qui fonctionne si on est entouré de personnes qui reconnaissent que c'est normal. C'est un état bizarre, tout à fait atypique, où c'est difficile pour soi-même parce qu'on peut avoir du mal à se reconnaître et en même temps, on est connecté au bébé. Et c'est vrai que sans doute que souvent l'entourage a du mal à finalement, accepter que la maman ne se sente pas bien. Peut-être parce que tous, en tant qu'anciens bébés, on n'a pas envie d'imaginer que notre maman n'a pas été très, très bien au début, peut-être. Et que, finalement, bah, nous aussi, on a peut-être eu des débuts, je ne sais pas, un peu difficiles, où on a peut-être ou beaucoup pleuré. Alors on parle beaucoup des bébés, voilà, qui pleurent beaucoup. À l'inverse, un bébé qui pleure presque pas, peut être aussi peu encourageant pour son parent. Ça paraît sur le moment, très reposant, très agréable, mais peut-être que ça ne met pas non plus d'autres choses en route, hein, en termes de relations. Mais voilà, on peut imaginer plein de choses sur comment on a été bébé, mais en réalité, l'imagination n'est pas la mémoire et sans doute la mémoire, elle arrive en présence du bébé, quand on est maman et ça, c'est un grand mystère. Voilà, mais je trouve que si on peut s'entraider à baisser l'exigence, ce qui permet, en baissant un peu l'exigence, peut-être de continuer à aller auprès du bébé. Voilà, continuer à s'approcher du bébé. Ça pourra être aidant. C'est très différent quand on ne peut plus du tout s'occuper du bébé, si on a l'impression que ça, on peut pas et que alors là, je dirais, il y a vraiment urgence à aller chercher, je dirais là, c'est le travail aussi de la pédopsychiatrie périnatale, bon et avant d'en arriver là, voilà, quand on sent qu'on commence à avoir des idées noires, c'est bien d'aller chercher de l'aide. Le terme de dépression, je pense, me faisait, extrêmement peur et pour moi était peut-être lié à une forme d'échec. Je voulais me dire que j'avais été mal, mais pas à ce point-là mal, pour me rassurer ou pour rassurer, les gens autour de moi. Mais, je pense que j'ai traversé un épisode de dépression et il était court, il était intense, il n'a pas nécessité, une vraie prise en charge, un traitement, médicamenteux. Donc je me suis un peu rassurée avec toutes ces choses-là en me disant que bon, c'était pas vraiment, une dépression, mais j'étais, voilà, très mal pendant un moment et je l'accepte mieux aujourd'hui qu'à l'époque, évidemment. Et là, je suis beaucoup plus prête à le partager, à en parler, alors que c'est resté assez tabou pendant longtemps. J'ai pas l'impression qu'il reste de traces de cette période, dans la relation que j'ai avec ma fille. Il y en a peut-être un tout petit peu dans l'anxiété, la peur, comment je m'occupe d'elle, il doit sûrement en rester un peu, dans les relations que j'entretiens avec, mon conjoint ou mes parents. Je pense avoir été, un peu rancunière, enfin, je pense en avoir voulu aux autres, de pas avoir accepté que je me sentais mal ou de pas avoir, pu être vraiment là, quand, je me reconnaissais plus. On a plein de lieux possibles pour être accompagné. C'est vrai que la première recommandation, c'est ne pas, rester isolé, ce qui n'est pas facile. Une fois qu'on est déprimé, on n'arrive plus vraiment à faire appel. D'où le fait que là, c'est aussi à l'entourage, d'être présent. Il y a des lieux d'accueil enfants-parents, dont c'est un premier travail, les centres de PMI. Parfois aussi, on peut retourner vers la maternité, les psychologues en maternité et leur demander des contacts. Les centres donc de pédopsychiatrie périnatale, et ça, on peut le trouver souvent alors, soit sur Internet, soit à partir des centres médico-psychologiques pour enfants. On peut demander les coordonnées voilà, pour accueillir les bébés. Et en principe, avec un bébé, on accueille. Là, il n'y a pas de liste d'attente de 1 ou 2 ans, c'est tout de suite. Il peut y avoir aussi les psychologues en libéral
libéral ou des professionnels en libéral spécialisés périnatalité. Et puis aussi, parfois, les mamans trouvent d'autres sources. Il y a le site des 1000 jours qui a été fait pour ça, qui peut permettre d'orienter. Il y a l'association Maman Blues. Il y a aussi, je trouve, des groupes d'entraide. Voilà, même quand les choses sont assez favorables, je trouve que c'est intéressant. Les groupes des mums, les groupes des mamans solo. Enfin, il y a différents groupes sur les réseaux sociaux, les podcasts qui permettent. Mais c'est vrai que d'aller chercher d'autres personnes qui ont traversé ou traversent ou qui connaissent ce que c'est de près, pas de loin, voilà, j'ai envie de dire de près. Pas des personnes qui ne travaillent qu'avec des adultes sans jamais avoir approché un bébé. Voilà, parce que là, à ce moment-là, on perçoit peut-être pas ce que c'est que de s'occuper effectivement au quotidien d'un bébé. C'est un très, très gros travail, 24 heures sur 24. Donc c'est voilà, se faire entourer, c'est de toute façon toujours précieux. Voilà, c'est le village, avoir un village autour de soi. Ce qui m'a beaucoup aidée, et ce qui m'aide toujours aujourd'hui, je trouve, tous ces récits de femmes qui partagent, qui racontent ce qu'elles ont vécu, enfin, plein d'histoires qui peuvent se rapprocher de la mienne, bien qu'elles soient toujours différentes, mais ça m'a fait du bien de savoir que j'étais pas seule. Je pense que c'était vraiment le point de départ, c'était ça, de pas avoir l'impression de moi, avoir sombré dans la folie, et être la seule au monde à avoir ce ressenti, ces pensées, ça m'a vraiment aidée. Retrouvez tous les épisodes d'Ex-Utéro sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur le site vousparmassif.massif.fr.